magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Le Togo, dans sa lutte pour l'éradication de la pandémie du Covid-19, a pris des mesures sociales à l'endroit des couches vulnérables. La gratuité de l'électricité pour 3 mois en est une qui doit en bénéficier. Quelles sont les dispositions de la CET pour sa mise en application? Des explications dans ce journal. Mini-tournée hier du Saint-Faute dans la périphérie de Lomé. Les responsables syndicaux sont allés sensibiliser le personnel des centres médico-sociaux sur le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Au Mali, maintien du second tour des législatives malgré les critiques. Les électeurs sont à nouveau appelés aux urnes demain dimanche pour ce scrutin censé renouveler les 147 membres de l'Assemblée nationale malienne. Comment sauver l'année académique au Togo? Un projet, l'école par la radio, la télévision et Internet. Pour nous en parler ce samedi, nous recevons M. Atouatia et Assi Abaloïse, respectivement coordonnateur national et coordonnateur adjoint de la coordination des syndicats de l'éducation au Togo. Et puis, à suivre les autres rubriques du journal, les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Depuis le 13 avril 2020, et ce pour une durée de 3 mois, la gratuité de la tranche sociale de la facturation de l'électricité au Togo est effective. C'est ce qu'a précisé lundi dernier le ministre des Mines et en charge des énergies, Dederoué Able, évidemment, dans un communiqué. La compagnie énergie électrique du Togo CET a bien voulu apporter des précisions sur les modalités d'accès des clients prépayés à la gratuité annoncée par le chef de l'État, Foresozmna Nyazingbe. Madame Dorso Edwige, en charge des grands comptes et de la clientèle administrative à la CET. Dans notre système de facturation de la consommation d'électricité en basse tension à la CET, on peut constater sur la facture d'électricité des tranches, notamment on a la tranche sociale, on a la tranche 1, la tranche 2, la tranche 3. Donc, ce qui nous concerne ici, il s'agit de la tranche sociale. C'est la tranche qui comporte la consommation de 40 kVA. Un client qui consomme 40 kVA chaque mois est exonéré de payer cette tranche-là durant le mois d'avril, mai et juin. Et pour bénéficier de cette tranche sociale-là, ce sont les clients qui ont opté pour un compteur monophasé, communément appelé 2 fils, 5 ou 10 ampères maximum et dont l'usage est exclusivement domestique. La tranche sociale concernée est donc celle correspondant à une consommation de 0 à 40 kW par heure, aussi bien pour les clients post-payés que prépayés. Quel type de consommateur pourrait en bénéficier? Nous retrouvons Madame Dorso Edwige. La tranche sociale de la facturation d'électricité correspond à une consommation de 0 à 40 kWh. C'est ces 40 kWh qui sont rendus gratuits. Et pour en bénéficier, il faut avoir souscrit à un abonnement de 2 fils, 5 ou maximum 10 ampères et exclusivement à usage domestique. Donc, c'est ces tranches de clients-là qui auront à bénéficier de la gratuité de la tranche sociale de la facturation d'électricité et cette gratuité est effective depuis le 13 avril 2020. Aujourd'hui, nous avons déjà des clients qui en bénéficient et nous insistons encore une fois que la gratuité s'appliquera à tous les clients qui ont souscrit à un abonnement de 2 fils, 5 ou 10 ampères maximum. Usage domestique, qu'il soit en prépayé ou en post-payé. Post-payé, les clients classiques avec un compteur électromécanique ou les compteurs prépayés, les deux types
de consommateurs pourront bénéficier de cette gratuité-là, à condition d'être dans les normes. Selon le ministre des Mines et des Énergies, la mise en œuvre de cette mesure sociale devrait mobiliser par mois 1,7 milliard de francs CFA de la part de l'État. La mesure s'appliquera indistinctement en mode post-payé ou prépayé et concerne les clients basse tension. Quelles sont les dispositions prises pour la bonne gestion de cette mesure? Monsieur Yenke Kosivi, directeur en charge de la clientèle basse tension. L'application de la gratuité de la tranche sociale de la facturation d'électricité est effective depuis le 13 avril 2020 pour les périodes avril, mai et juin. Et la mise en application, c'est suivant les deux types de clients que nous avons. Les clients prépayés, communément appelés aussi cash power ou clients Lafia, et nous avons les clients post-payés, ceux-là qui reçoivent des factures. Alors, concernant les clients prépayés, comment ça va se passer concrètement? En début de chaque mois, la société va mettre à disposition de ses clients cash power ou prépayés une quantité de 40 kWh. Et le client va en jouir. Et comment? Tous nos clients prépayés éligibles, c'est-à-dire qui disposent des compteurs de fil avec un réglage 10 ou 5 ampères à usage exclusivement domestique, qui n'ont pas encore acheté leur premier crédit d'électricité dans le mois d'avril, ils vont automatiquement recevoir les 40 kWh dès qu'ils vont faire leur première opération d'acquisition de crédit dans le mois d'avril. Donc voilà. Maintenant, les clients prépayés qui ont déjà acheté les crédits d'électricité courant le mois d'avril. Alors eux, ils pourront simplement contacter le centre d'information et de services à la clientèle de la société au numéro vert gratuit 8228 et ils vont recevoir leur code. Oui. Alors la deuxième catégorie des clients, ce sont les clients post-payés. Alors pour ces clients, la société va les exempter du paiement du montant mensuel de la tranche sociale pour les mois d'avril, mai et juin 2020. Donc, au cas où la consommation mensuelle du client post-payé dépasserait les 40 kWh de la tranche sociale, le client va payer seulement la différence. Et je rappelle ici que la gratuité de la tranche sociale, telle qu'elle est implémentée, prend en charge non seulement la part de la consommation de 0 à 40 kWh, mais aussi les charges fixes, c'est-à-dire la redevance puissance, la redevance éclairage public, la location compteur et les frais d'entretien branchement. Cette mesure sociale en ce temps de crise sanitaire liée au coronavirus sera applicable jusqu'en juin prochain. Elle ne concerne pas les branchements anarchiques communément appelés toiles d'araignée. Les responsables de syndicats de la santé au Togo étaient hier dans les centres médico-sociaux de Zanguera, Baguida, Toglekope et à Guenivé pour sensibiliser le personnel sur la nécessité du respect des gestes barrières. Ils ont aussi exhorté la population à les accompagner dans la lutte efficace contre le Covid-19. Gilbert Tcholeyanou, secrétaire général du SYNFOT, porte-parole des syndicats. Maintenant, pour la population, aidez-nous à vous sauver, à sauver votre vie. Aidez-nous en pratiquant les gestes barrières. Pour nous, aujourd'hui, au niveau de la santé, le port du masque est systématique. Vous devez, une fois que vous sortez dehors, avoir le masque pour vous protéger. Vous devez vous laver les mains constamment et faire en sorte que ces mesures barrières soient respectées. Donc, c'est le message que nous avons à l'endroit de la population et aux autorités de continuer par nous appuyer pour que nous puissions avoir à disposition les épis pour nous protéger et pouvoir soigner les gens. Et pour suivre la situation du Covid-19 au Togo ce 18 avril 2020, un nouveau patient a été testé positif sur 265 dépistés ce matin. Il s'agit d'une femme de 33 ans, togolaise résidente à Lomé, ayant eu contact avec un cas confirmé. Un nouveau patient a recouvré la santé, portant à 49 le nombre de patients guéris de la Covid-19 au Togo. Sur 84 cas confirmés au total, dont 30 sont toujours actifs et 5 décédés. À ce jour donc, au total, 4191 tests ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national.
Ce communiqué pour poursuivre la coordination nationale de gestion de la riposte de la pandémie du Covid-19 porte à la connaissance du public qu'il est créé un comité de gestion des matériels, équipements et dons reçus dans ce cadre. Ce comité est placé sous la responsabilité du ministre d'État Solito Kieso. Depuis le début de cette pandémie, des citoyens se sont manifestés pour apporter leur contribution à la lutte contre ce fléau qui n'épargne aucun pays. Toutes les bonnes volontés qui souhaitent soutenir l'action du gouvernement et de la coordination nationale par des dons matériels, équipements ou de toute autre nature peuvent s'adresser au numéro de téléphone suivant 90 20 89 39 et 90 25 65 90. La coordination nationale remercie par avance tous ceux qui participent à cette lutte solidaire par leur appui. Invité du jour, le gouvernement togolais afin de permettre aux élèves de garder le cap en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19 entend initier des cours via les médias, surtout pour les apprenants des classes d'examen. Une décision diversement appréciée par les différents acteurs du système éducatif et par l'opinion publique. Nous vous proposons l'avis des enseignants réunis au sein des syndicats de l'éducation au Togo, CSET. Ils reconnaissent les difficultés que pourrait rencontrer le projet, mais saluent tout de même cette initiative. La coordination fait ainsi des propositions au gouvernement et lance un appel à tous les autres acteurs et partenaires pour un heureux aboutissement du projet de l'école par la radio, la télévision et Internet. Gabriel Ayena s'est entretenu avec M. Achou Atia et Assi Avalo, c'est respectivement coordonnateur national et coordonnateur adjoint de la coordination des syndicats de l'éducation du Togo. Monsieur, bonjour. Bonjour. D'abord, votre avis sur le Covid-19. Il y a plus de mois que nous sommes dans cette lutte. Avant d'entrer dans le vif du sujet, au Togo, comment ça se gère et tout? Une pandémie qui n'a épargné personne. Ça a été une surprise même pour les grandes nations. Les pays en voie de développement se sont adaptés et ont mis sur pied des structures qui puissent permettre de réduire ou bien d'arrêter la propagation de cette pandémie-là. Ces initiatives sont saluées, encouragées, quand bien même on peut dire qu'il y a des choses à améliorer. Merci. D'accord. Alors, la pandémie à coronavirus est une affaire sérieuse, un défi de taille pour le monde entier qui a mis en difficulté les systèmes de santé les plus performants. Cette pandémie ayant commencé en Occident, ici en Afrique, on a eu quand même le temps de se préparer, que chacun prenne conscience et intègre les gestes barrières. Nous allons démarrer avec la première question. L'année aura toutes les couleurs sauf la couleur blanche. Si je peux paraphraser le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, alors il est question de faire des cours à travers les radios, les télévisions, l'internet. Pour vous, à la CZ, qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour la question. Vous savez, faire des cours à travers les médias, ce n'est pas chose adaptée par rapport à nos réalités. Oui. Mais nous sommes dans un cadre d'une situation particulière, une pandémie. Et face à ça, il faut beaucoup réfléchir et voir ce qui devait être fait pour permettre dans le monde éducatif aux enfants de garder la main. Il faut tout de suite dire que à la réunion du 7 avec le cabinet du 7 avril a été fait 2 constats. Le premier, c'est que nous avons évolué normalement dans le cours. Nous avons fini les 2 tiers, ce qui nous conduit à dire que l'année va être validée. Et le deuxième constat, c'est que nous ne savons quand est-ce qu'on peut reprendre. La pandémie est en train d'évoluer en fonction du nombre de personnes contaminées dans notre pays. Et face à ces 2 situations, le gouvernement nous a informé de son projet de faire des cours à travers les médias. Oui. Nous avons réfléchi. Nous nous disons que ce n'est pas mal. Ce ne sont pas au fait les chapitres
non fait qu'on veut terminer à la radio ou à la télévision. C'est une façon de permettre aux élèves de réviser les chapitres déjà effectués. Ce n'est pas la suite des cours. Non, c'est pas la suite des cours, il faut être clair là-dessus. Et donc, c'est quelque chose que nous, en tant que syndicalistes, nous avons compris et nous disons que ce n'est pas tout qu'il faut balayer de revers la main. En situation normale, on n'accepterait pas. On serait en mouvement tout de suite qu'on n'accepterait pas ces mesures. Actuellement, la pandémie est mondiale. Les autres pays prennent des initiatives. Vous comprenez, au Bénin, en Côte d'Ivoire, à l'international, des mesures se prennent. Alors, si l'État a cela en projet, il faudrait que nous puissions comprendre le bien fondé de la chose et peut-être faire nos propositions. Si nous pensons que ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut faire, avec des arguments pour que cela puisse être amélioré. D'accord. Monsieur Assi. À la réunion du 7, au fait, nous étions allés poser une doléance de nos jeunes frères qui viennent de rentrer dans la fonction. Et en novembre dernier, le traitement ne va pas si vite remonter vers le cabinet. On a été reçu par le ministre et ses collaborateurs et qu'il est ressorti clairement quand même qu'il y a beaucoup qui ont pris du retard en déposant leur dossier. Et il nous a été demandé quand même de sensibiliser nos camarades, faire preuve de diligence. Et il y a une mesure exceptionnelle qui a été aussi prise. Comme l'occasion faisait le larron, on a pu vraiment s'appesantir sur cette question qui est d'actualité brûlante. Et il faut quand même reconnaître qu'on ne peut pas dire que l'Internet est vulgarisé jusqu'à la taille où ça peut prendre en compte tout le monde. L'objectif, c'est vraiment d'atteindre un grand nombre. Des gens sont dans des fermes, il n'y a pas d'électricité, les gens n'ont même pas de portable, de radio, de télévision, au grand mot, le grand remède. Ils doivent forcément avoir des sacrifices. Oui, c'est une situation que personne ne peut souhaiter, mais qui est là, une situation de fait. Il faut rénover, il faut réfléchir, il faut voir ce qu'il faut faire. On part de quelque chose et on peut améliorer la chose. Ce qui est intéressant ici, c'est cours à la télé, à la radio, ne viennent pas remplacer ou bien achever les programmes. Un cours physique fait en live, en classe. Mais c'est des cours pour aider les enfants à réviser. On peut quand même regretter que ça ne puisse pas prendre tous les enfants togolais. Mais je dis que c'est un pas. Monsieur Acha, c'est un projet porté par le cabinet et le ministère. Nous avions eu l'information, nous avons analysé, nous estimons que ça peut apporter un plus au secteur. Et l'autre chose qu'il faut dire, actuellement, il ne faut pas confondre le projet du gouvernement à ce qui se passe sur certaines chaînes de radio, de télévision. Il y a les jeunes qui ont pris l'initiative de dérouler certaines explications à travers des émissions télé, radio, que nous pouvons, entre guillemets, apprécier ou féliciter. Le tout n'est pas de tout rejeter, je l'ai dit au début. On ne va pas tout balayer voilà, sans toutefois faire des propositions. Donc, à la dernière information, les inspecteurs et les directeurs ont été convoqués au cabinet et voir le contenu et les horaires par rapport à ces cours-là, parce que ça prend en compte les classes d'examen et pratiquement toutes les matières. Et ce que nous avons souhaité, qu'on parte avec des enseignants chevronnés, expérimentés, des encadreurs qui ont de l'expérience pour que le contenu soit une bonne chose. C'est notre rôle que de protéger l'enseignant, parce que nous disons à l'étape là on ne peut pas être au cours. C'est aussi notre rôle que de protéger tous les acteurs du système, les élèves et tout. Mais ce n'est pas de notre rôle de dire niet à tout ce qui peut être initiative, même si ça peut apporter un plus. Ce qui serait souhaitable, c'est que tous les élèves aient des radios, tous les parents aient des postes télévision. Mais si nous voulons partir de ces conditions-là, à la base, pour valider le projet au niveau du gouvernement, nous sommes en train de créer des blocages. La réalité est là. Quand on va vouloir résoudre le problème par rapport à la question de la disponibilité de la radio, il va se poser un autre problème. On ne va pas avancer. Le courant ou les piles qu'il faut mettre dedans, on aura des cascades de problèmes à résoudre. Mais comme le camarade Assi vient de le dire, il faut commencer quelque part. Il faut lancer la chose quelque part et corriger au fur et à mesure que nous évoluons. Ce qui est rassurant, nous ne pouvions jamais être d'accord qu'on valide les élèves par rapport au chapitre déroulé à la radio ou à la télé. L'examen, c'est un tout, c'est les professeurs qui proposent. Même dans les commissions de correction, nous limitons, nous corrigeons seulement les questions que nous avions estimé passer dans le cours. Et donc, je me dis, c'est vrai, ça peut pénaliser un peu les élèves des coins très reculés.
Mais ça ne va pas les pénaliser en termes d'évaluation. Peut-être en termes de culture, de connaissance, oui. D'accord. Il faut appeler les élèves à une conscience. Il ne faut pas confondre la période là à la période des grandes vacances. Il faudrait que les élèves soient conscients que nous sommes dans une situation de crise et ça peut s'arrêter à tout moment. Il faudrait qu'on soit conscient que les examens auront lieu tant que nous avons fait une bonne partie du programme. Alors, les élèves doivent s'attacher à leur cahier. Certes, on peut avoir des activités par-ci, par-là, ce qui n'est d'ailleurs pas souhaité parce que il faut respecter certaines mesures. Oui, la distance sociale, et tout ça. Il faut les respecter pour aussi contribuer à réduire la courbe de cette pandémie-là. Alors, M. Assi, M. Atia s'est beaucoup plus adressé aux élèves. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Nous allons avec vous parler de ce que doivent faire les parents. Au niveau des parents, il faut déjà beaucoup les remercier. Le conseil clair, ils ont réussi à garder les enfants à la maison. Les parents aussi doivent rappeler aux élèves que les examens auront bel et bien lieu et après cette crise-là. Les parents doivent aussi aider les enfants à la maison, suivre leur travail. S'ils ne peuvent pas le faire sur le fond, sur la forme, ils doivent suivre vraiment les enfants. C'est-à-dire s'assurer qu'ils continuent de lire, ils ne s'amusent pas de trop. Voilà. Il faut une attention particulière. Il faut une attention particulière en ces temps-là. Puisque si c'était en vacances, l'attention serait moindre. Alors, il faut vraiment faire attention. D'accord. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. M. Atia, merci pour la disponibilité. Peut-être avec vous, avant d'arriver à M. Assi, quoi qu'on dise, les cours vont reprendre. C'est pas la fin de l'année. Les élèves comprennent. Ils se rendent compte qu'il y a quand même un problème. Oui. Et il faut communiquer avec eux. Quel que soit leur niveau, il faut leur dire qu'il y a un problème, c'est pourquoi vous êtes à la maison. Et naturellement, ce n'est pas pendant ce temps-là que vous êtes libérés, vous faites les examens, tout et c'est après les congés. Ils vont comprendre qu'il y a une situation particulière et insister sur le fait que les examens auront lieu après. Cela induit en même temps à réviser, à être au contact de ce cahier, à faire des efforts pour être à niveau avant quoi que ce soit. Aujourd'hui, on peut avoir des retombées positives par rapport à cette crise-là. Le fait d'être à l'écoute des médias, c'est une bonne chose. Le fait de pouvoir suivre la télé pour comprendre ce qui se dit, ce n'est pas suivre les images, c'est une bonne chose. Si on demandait aux enseignants de faire ces cours-là à distance, la plupart devaient avoir une bonne formation dans l'utilisation des outils informatiques avant de s'y lancer. C'est pourquoi nous estimons que, au niveau du gouvernement, il faut bien peaufiner le projet. Associer, pourquoi pas, tous les acteurs, pas seulement donner l'information, mais en amont, il faudrait que même les médias puissent être impliqués. Il faut une bonne communication. Si vous voyez ce qui se passe sur les toits, c'est tout comme on veut tuer le poussin dans l'œuf. Voilà. Il faudrait communiquer. Mais là, nous aussi, enseignants, doivent prendre conscience de certaines choses. Ce n'est pas en toute période qu'il faut tout balayer pour montrer que c'est nous qui sommes durs ou c'est nous qui sommes au top. Non. La crise a été comparée à une guerre ailleurs. Dans un pays, quand il y a guerre, on oublie nos égos, on oublie nos querelles à l'interne et on affronte l'ennemi. Oui. Après, on peut revenir sur les détails, les problèmes que nous avons à l'interne. La preuve, Covid-19 ne connaît aucun parti politique. Non. Aucun dirigeant. Ils sont nommés malheureusement. Aucun syndicat. Aucun syndicat. Ça ne connaît pas de syndicat, ça ne connaît personne. Nous estimons que le gouvernement aussi doit comprendre que les attaques sont dues au fait que la communication n'est pas encore au top. Nous faisons ce que nous pouvons faire en tant que partenaires. Et il faudrait que chacun joue son rôle. Autant au niveau du gouvernement, autant au niveau des parents d'élèves, autant au niveau des élèves, autant au niveau des acteurs, des médias. Il faudrait que nous tous nous puissions jouer notre rôle. Nous allons remercier tous ceux qui vont œuvrer pour permettre à ce secteur-là de sortir de cette crise-là sans trop de séquelles. Monsieur Atia, merci. Merci à vous. Alors, monsieur Assi, votre mot de fin? Coronavirus n'épargne personne. Et jusqu'ici, on peut dire Dieu merci de ce que la situation est encore gérable chez nous. Ouais. Donc, il faut que chacun joue sa partition. Pour moi, jouer sa partition commence par le respect des mesures. Que ce soit des mesures barrières, que ce soit des mesures prises par le gouvernement. Le gouvernement, oui. C'est très important. Maintenant, pour notre secteur, je pense que tous les secteurs sont touchés et à tous les niveaux, il y a des initiatives. Donc,
les gens n'ont qu'à quand même excuser qu'on puisse aller un peu par tâtons. Puisque la solution magique n'est nulle part où il faut aller prendre. Mais il faut oser, il faut essayer. C'est bon de critiquer, nous sommes en démocratie. Il faut le faire avec des propositions à la pointe. Ouais. Merci à vous, messieurs, d'être passés dans l'Institut Rose de Radio Lomé. Merci infiniment. Covid-19, alors que le cap de 20 000 malades et des 1000 morts va bientôt être franchi en Afrique, l'OMS, le Forum économique mondial et les grandes agences internationales estiment que beaucoup de pays peuvent encore limiter les dégâts du coronavirus. Mais souligne-t-il, l'impact économique, lui, sera sévère et inévitable. Après les polémiques sur les essais cliniques en Afrique et la menace américaine, cette semaine a été celle de la rupture avec l'annonce de Donald Trump que les États-Unis suspendaient leur contribution financière à l'Organisation mondiale de la santé, que le président américain juge trop critique à son égard, trop complaisante avec la Chine, et donc il critique l'efficacité. Coronavirus encore, Mohamed VI du Maroc tend la main à Alassane Ouattara et à Macky Sall. Le roi Mohamed VI a donc échangé le 13 avril avec les présidents ivoiriens et sénégalais sur le lancement d'une initiative des chefs d'État du continent contre la pandémie du Covid-19. Une initiative pragmatique et orientée vers l'action permettant un partage d'expériences et de bonnes pratiques pour faire face à l'impact sanitaire, économique et social de la pandémie. Les dirigeants du G7 ont convenu de prendre des mesures essentielles pour assurer une réponse mondiale coordonnée du Covid-19 et favoriser une reprise robuste de l'économie. Les discussions ont également abordé le rôle de l'Organisation mondiale de la santé pendant la pandémie. Une grande partie de la conversation a porté sur le manque de transparence et la mauvaise gestion chronique de la pandémie par l'OMS. Toutefois, les propos de la chancelière allemande Angela Merkel lors de cette visioconférence ont révélé qu'aucun consensus n'avait été atteint à cet égard parmi les dirigeants du G7. Voter ou ne pas voter, voter quand même. Les électeurs maliens sont à nouveau appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des législatives. Les autorités ont donc décidé de maintenir la date de cette échéance électorale malgré de vives protestations. Bénédicte Kanda. Après le premier tour de ces législatives maliennes le 29 mars dernier, émaillé de scènes d'enlèvement d'agents électoraux, d'urnes et d'attaques contre les civils dans le nord ou encore le manque de dispositifs sanitaires adéquats dans les centres de vote pour faire face à la propagation du Covid-19, les autorités maliennes ont tout de même maintenu le second tour de ce scrutin. Ce scrutin est censé renouveler les 147 membres de l'Assemblée nationale. Un argument suffisant pour son maintien, selon le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Du reste, ce scrutin se tiendra donc en dépit de l'enlèvement de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, qui a entamé mardi dernier son 21e jour en captivité et d'une recrudescence des violences dans le nord et le centre du pays. Dans un communiqué, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, proche de l'opposition, déclare qu'aucune élection des députés n'est possible lorsqu'elle ne peut se tenir sur toute l'étendue du territoire national. Le débat autour de la tenue des législatives de ce dimanche se tient au moment où le Mali a enregistré mardi 21 nouveaux cas au coronavirus, ce qui fait un total de 144 personnes infectées, dont 13 décès et 34 patients guéris depuis l'apparition de l'épidémie au Mali le 25 mars dernier. Face à la progression de la pandémie sur le territoire, les autorités ont annoncé le renforcement des mesures sanitaires mises en place lors du premier tour. Gel hydroalcoolique et kit de lavage de mains mis à disposition dans les bureaux de vote, distance de sécurité d'au moins 1 mètre, présence d'agents à l'entrée de chaque centre afin d'éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. Malgré ces messages rassurants, le maintien du scrutin divise. S'il est nécessaire d'accomplir son devoir de citoyen pour certains, d'autres y voient une mise en danger de la population.
Bénédicte Kanda, le bureau de l'Assemblée nationale centrafricaine a déclaré jeudi la recevabilité du projet de loi modifiant le texte fondamental. L'objectif, selon les initiateurs du projet, est de combler un manque de la Constitution qui ne prévoyait pas de vacances de la présidence en cas de report du scrutin pour cause de force majeure. La proposition vise les articles 35 et 68 de la Constitution du 30 mars 2016. Le mandat du président Faustin Archange Touadéra prendra fin au plus tard le 30 mars 2021. Les porteurs de ce projet estiment que l'épidémie de coronavirus risque de créer un report des élections de cette date butoir. La Tunisie, entre angoisse sécuritaire et errement diplomatique, éprouve bien de difficultés à se positionner sur la crise en Libye, alors que sur le terrain, la situation évolue rapidement. Sur le papier, l'approche tunisienne de la crise libyenne est claire et se décline en 3 points fixés par le président Kaïs Saïed: refus de s'allier à l'une ou l'autre des coalitions internationales présentes en Libye, volonté de parvenir à un accord intra-libyen avec l'aide du Conseil de sécurité de l'ONU et simple reconnaissance diplomatique du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. Dans les faits, ces positions de principe ne se traduisent pas aisément en une politique affirmée. Le diplomate algérien Ratan Lamara a donc renoncé au poste d'émissaire de l'ONU pour la Libye. Début mars, il était présenté pour occuper ce poste après la démission de Kassan Salamé. Le diplomate algérien met en avant l'absence d'unanimité autour de son nom. Une unanimité que l'ancien ministre algérien des Affaires étrangères juge indispensable à l'accomplissement de sa mission de paix et de réconciliation nationale en Libye. Écho du Palais. Le nommé Yao est accusé de viol sur mineur. Jugé par la cour d'assises de Lomé, il a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Dans l'après-midi du 27 février 2011, le nommé Yao rencontra Vanessa, âgée de 12 ans, qui allait pour puiser de l'eau. Celle-ci lui a demandé de lui apprendre à pédaler. Il la conduisit chez lui où il l'hébergea et lui imposa des relations sexuelles pendant 4 jours avant d'être retrouvé et libéré par ses parents. Le mis en cause a reconnu les faits de viol qui lui sont reprochés en enquête préliminaire avant de les nier devant le magistrat instructeur, déclarant que sa victime était consentante et qu'il entretenait régulièrement des relations sexuelles avec elle. Maître Alexis Kereboro, quand peut-on parler de viol? Le viol, c'est une relation sexuelle sans le consentement de la partie. Et donc on parle de viol lorsqu'il y a une relation sexuelle forcée. Les cas de viol sont constatés normalement par un certificat médical. Après un examen du médecin qui constate que la relation sexuelle n'a pas été consentie. Et également, il y a les propos des témoins, aussi s'il y avait des témoins dans le voisinage. Mais donc c'est souvent l'ensemble de ces éléments-là qui permet de constater les cas de viol. Mais la pièce maîtresse, c'est le certificat médical. La loi prévoit une peine de 5 à 10 ans, mais lorsque le viol a entraîné une capacité de plus de 6 semaines, ou bien qu'il a été fait plusieurs fois, la peine peut aller jusqu'à 20 ans. Étant donné qu'il s'agit d'un viol sur mineur, il convient de requalifier les faits de viol sur mineur en faits de pédophilie. Ces faits prévus et punis par les articles 379 et 393 du Code de l'enfant, l'inculpé Yao a été condamné par la cour d'assises de Lomé à 8 ans de réclusion criminelle. Notons que les renseignements recueillis sur lui sont en général favorables. Il est décrit comme un jeune homme calme et selon son entourage, il n'est pas violent et ne fait pas de mauvaise compagnie. Son grand défaut est qu'il ne sait pas gérer son argent. Il s'adonne à l'alcool dès qu'il gagne un peu d'argent. Selon les mêmes sources, il aurait un problème spirituel qui obligeait sa maman à le conduire dans une église pour des prières, ce qui a d'ailleurs provoqué le départ de sa femme avec qui il avait un enfant. Mais le rapport d'expertise mentale en date du 18 juin 2012 ne révèle aucune anomalie mentale ou psychique constituée.
Selon le dit rapport, il n'y a pas de symptômes orientés vers une pathologie pouvant abolir ou altérer son discernement. Il était donc accessible à une sanction pénale. Cette semaine, les parutions ont une fois encore relayé dans leurs colonnes plusieurs aspects de la crise sanitaire liée au Covid-19. L'accent a été particulièrement mis sur l'impact de la crise dans le secteur de l'éducation et notamment sur les tentatives pour sauver l'année académique 2019-2020. Autre sujet évoqué par la presse, la présence de médecins cubains et chinois sur le territoire national. Revue de presse, Léontine Atogima. Une équipe de médecins cubains expérimentés en matière de lutte contre les épidémies est arrivée à Lomé, écrit Forum de la semaine. Ces spécialistes des épidémies vont assister leurs collègues du Togo à soigner les malades du coronavirus, ajoute Écho du pays. Il n'y aura pas d'année blanche au Togo, rassure le ministre en charge des enseignements primaires et secondaires, Afo Achadedi, à la une du journal Le Changement. Pour sauver l'année scolaire, le ministre a annoncé des mesures, renchérit la dépêche qui poursuit en indiquant que le ministre Afo Achadedi a fait savoir qu'en attendant la réouverture des écoles, les élèves des classes d'examen du primaire et du secondaire recevront des cours à travers l'Internet, la télévision et la radio. Tout sauf une année blanche alors, remarque l'Union pour la patrie. Avec ces mesures évoquées par le ministre des Enseignements, le Mania libéré se demande quelle garantie d'égalité des chances à tous les apprenants de la ville à la campagne. Selon le journal, bon nombre se posent la question à savoir si tous les élèves disposent de ces moyens de réception des cours. Le ministre est persuadé qu'il y a au moins une radio dans toutes les maisons, même dans les coins reculés du pays, poursuit l'hebdomadaire Le Mania libéré. Cette solution à elle seule peut sauver l'année scolaire, s'interroge Écho du pays. Qu'en est-il des enseignants volontaires et du privé? Fort Nyasingbe envisage prendre en charge 11 883 enseignants du privé, titre le Républicain Info à sa une. Pour l'Union pour la patrie, il s'agit de motiver les enseignants volontaires non payés depuis la fermeture des écoles et exclus du programme Novici, et ces enseignants volontaires du public comme du privé sont au nombre de 11 883, précise le bi-hebdomadaire. Parlons des mesures d'accompagnement, notamment du programme de revenu universel de solidarité Novici. Togo Réveil note qu'une semaine après son lancement, 421 205 personnes sont bénéficiaires, dont 276 046 femmes sur les 954 119 enregistrées. L'Union pour la patrie évalue le coût à plus de 2 milliards de francs CFA déjà utilisés pour le paiement. Vu les chiffres, l'apparition se demande si le programme est-il déployé sur l'ensemble du territoire togolais, c'est-à-dire non seulement dans les zones touchées par le coronavirus où des mesures de riposte décrétées sont appliquées, précisément Lomé à Guenivé. Économie et développement va plus loin et estime que ces mesures d'accompagnement et de lutte contre le Covid-19 pourront coûter environ 150 milliards de francs CFA par mois à l'État togolais. C'est de juste guerre, souligne Libération, car ce sont des mesures fortes, courageuses et exceptionnelles pour sauver la population de la pandémie. Nécrologie pour finir, les parutions ont rendu un hommage mérité à l'ancien Premier ministre Edem Kodjo qui a tiré sa révérence le 11 avril dernier à Paris. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce magazine pluriel de ce 18 avril 2020. Et comme prévu, voici la rubrique sensibilisation sur le Covid-19. Se laver régulièrement les mains est une mesure importante dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Toutefois, des dispositifs de lavage de mains peuvent être source de contamination. Sensibilisation coronavirus, c'est avec Juliette Kandé. La première mesure barrière
pour briser la chaîne de contamination du Covid-19 est le lavage des mains. En dehors du fait qu'il faut bien appliquer le geste pour un résultat efficient, les dispositifs de lavage de mains répandus aujourd'hui chez nous ne comportent-ils pas de risque d'infection et même de réinfection? Dr Ganiou Tsanile, médecin de santé publique, épidémiologiste. Le dispositif en principe, c'est pour nous permettre de nous protéger. Parce que la main, ça passe partout sur les surfaces. Qui aurait peut-être eu le virus se déposer là-dessus et les mains prennent. Et à travers ces mains, lorsqu'on touche les choses, on dépose, la propagation continue. Maintenant, avec les dispositifs, ça permet de détruire en se lavant régulièrement les mains avec du savon et de l'eau, ou bien des solutions hydroalcooliques. Ça permet de détruire les virus et donc de limiter la propagation. Et nous sommes fiers aussi de voir qu'il y a eu un bilan des initiatives pour nous créer ces dispositifs, ce qui est très intéressant. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience pour pouvoir limiter la propagation de cette pandémie. Mais à partir du moment où ces dispositifs ne respectent pas les normes, ça devient un risque. Normalement, lorsque vous lavez les mains et que vous finissez, vous ne devez plus toucher le robinet. Parce que avant d'ouvrir l'eau, vous touchez déjà le robinet. Donc vous avez déposé des virus là-dessus. Et après s'être lavé les mains, vous retouchez le robinet. Ce que vous pensez avoir fait partie des virus, vous les reprenez. C'est là où le risque apparaît. Donc ce qui est recommandé, c'est d'avoir des robinets à pédale ou bien à poussoir, ou bien des robinets qu'on peut, avec le coude, essayer de fermer. Il y a des robinets également qui sont comme ça. Et là, ça permet d'amoindrir le risque de recontamination après s'être lavé les mains. Mais au-delà de cela, tout ce qu'on voit, le risque n'est pas nul. Le risque n'est pas nul, alors prudence et vigilance. Vous avez des symptômes qui vous font penser au Covid-19, appelez le 111. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Tout le système solaire